Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. La distribution pilote des actes de naissance du projet d'enregistrement dérogatoire à l'état civil a démarré ce jour à la mairie d'Abomey-Calavi. Lancée officiellement ce mardi 23 juillet 2019 par le ministre de la Santé, la campagne de dépistage gratuite des hépatites suit son cours. Et puis en interactualité, l'ancien maire de Londres a été officiellement investi Premier ministre ce mercredi au Royaume-Uni. Ce sera tout pour les titres. Merci de votre fidélité renouvelée à Eden Télévision. Démarrage effectif ce jour, jeudi 25 juillet 2019, sur toute l'étendue du territoire national de la phase pilote de distribution gratuite des actes de naissance du projet d'enregistrement dérogatoire à l'état civil PEDEC. Ceci fait suite à l'opération de recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP qui s'est déroulée du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018. La présente cérémonie a eu lieu à la mairie d'Abomey-Calavi en présence de plusieurs membres du gouvernement et des autorités communales. Reportage Horacia Djodji. Près de 2 500 000 citoyens béninois pourront désormais détenir le acte de naissance. L'opération de distribution gratuite de ces actes a été lancée ce jeudi 25 juillet à la mairie d'Abomey-Calavi, un aboutissement du projet d'enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil PEDEC. Cyril Goubedji, deuxième secrétaire général du gouvernement, revient sur les objectifs du gouvernement à travers cette opération. Le gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Patrice Talon, veut faire du Bénin une plateforme de développement des services du numérique et par-dessus le marché, mettre en place un fichier central, un fichier national de l'état civil. Mais pourquoi faire? Faciliter la vie à nos compatriotes qui se trouvent pris en otage par un système administratif qu'ils ne comprennent pas, car ce système administratif leur complique la vie. Selon le préfet de l'Atlantique, ces objectifs du gouvernement sont une aubaine pour ces citoyens qui aujourd'hui bénéficient d'un statut juridique. Pour eux, cette opportunité inespérée sonne le glas de bien des déboires amers dus aux contraintes administratives qui les empêchaient de jouir pleinement de droits et autres avantages accordés aux autres citoyens en règle en la matière, tels que notamment l'établissement de la carte nationale d'identité, l'obtention d'un passeport, la délivrance d'un casier judiciaire ou de toutes autres pièces constitutives de dossiers à toutes fins utiles. Une opération pilote sur le processus de distribution des actes de naissance est prévue dans les 15 communes du pays. Le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, dans son discours de lancement, a invité toutes les autorités locales à contribuer à la réussite du projet. Je voudrais saisir cette occasion pour, au nom du gouvernement, inviter les élus locaux, municipaux et locaux, les associations et les ONG de développement, les organisations de la société civile et les populations, les leaders d'opinion, les têtes couronnées, les sages et notables de tous les partenaires techniques et financiers s'intéressant aux questions de l'état civil à s'impliquer davantage, chacun en ce qui le concerne, pour la réussite de cette opération de haute portée sociale. Les personnes concernées par cette opération doivent se rendre au lieu de naissance déclaré lors du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP pour le retrait de leurs actes. Lancée officiellement ce mardi 23 juillet 2019 par le ministre de la Santé, la campagne gratuite de dépistage des hépatites organisée par le Rotary Club Bénin à l'occasion de la semaine panafricaine de lutte contre ces infections suit son cours. Cano François Rongbédé-Rinto et Frédéric Fiossi ont fait le constat à la faculté des sciences de la santé, l'un des sites installés par Rotary Club Cotonou, le Nautil. Suivez plutôt. Avec le projet Hépatite Zéro que le Rotary Club Bénin a organisé la campagne de dépistage gratuit des hépatites B et C à l'occasion de la semaine panafricaine de lutte contre les hépatites. Selon Serge Gérard Ekoudessi, président du club Rotary Cotonou le Nautil, cette initiative vise un objectif précis. Le Rotary
a fait de cette question de santé publique un enjeu personnel et se lance le défi de contribuer à réduire, voire éradiquer l'hépatite dans le monde. Les hépatites désignent toute inflammation aiguë ou chronique du foie. Les causes les plus connues sont les infections virales du foie et l'alcoolisme. Mais elles peuvent aussi être dues à certains médicaments ou à un trouble du système immunitaire de l'organisme. Pour Eugène Zoumenou, il est donc impératif de prendre des précautions après les résultats du dépistage. Le résultat négatif signifie que vous n'avez pas été en contact avec le virus. Et c'est l'occasion pour vous d'aller vous faire vacciner. Et si le résultat est positif, ça veut dire que vous avez été déjà en contact avec le virus. Mais vous n'êtes pas malade. Vous êtes porteur, mais vous n'êtes pas malade. Vous devez aller en consultation médicale, même avec un médecin généraliste qui va vous expliquer ce qu'il y a à faire pour vous faire suivre. Parce qu'il vous faudra une hygiène de vie, une hygiène d'alimentation pour que ça ne se transforme pas en maladie à un moment de votre vie. Les populations apprécient l'initiative. Je pense que c'est une belle initiative, puisque c'est la semaine de l'hépatite, de dépister certains cas, parce qu'il y a certains qui ne savent pas s'ils l'ont. Ils peuvent avoir fait le test il y a une semaine, mais à cause de certains comportements, ils peuvent contacter la maladie. Du coup, je pense que c'est une très belle initiative et j'exhorte tout un chacun de nous à venir se faire dépister. Il est important de rappeler que la dite campagne de dépistage prend fin ce 28 juillet 2019. Dans un autre registre, vous le savez, le président de la République, Patrice Talon, a rencontré les centrales syndicales de l'enseignement primaire et secondaire dans l'après-midi du mardi 23 juillet 2019. Au menu des échanges, il a été principalement question des réformes engagées par le gouvernement pour relever le niveau du système éducatif. Après cette rencontre avec le chef de l'État, certains syndicats ont accepté de nous faire le point et de donner leur impression sur ces échanges. Ils sont au micro de Linda Kao et de Fiacre Voitan. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour. Et au début de la séance, le chef de l'État nous a rappelé le point, à savoir des échanges avec nous sur les réformes dans le secteur de l'éducation pour une amélioration de la qualité de l'enseignement. Donc voilà un peu. Et après avoir rappelé, n'est-ce pas, l'ordre du jour, il a donné la parole à ses ministres sectoriel de l'enseignement maternel et enseignement secondaire, enseignement maternel primaire et secondaire, pour faire un diagnostic sur la situation d'éducation, n'est-ce pas, actuellement. Ce diagnostic révèle que le niveau des apprenants est faible, très faible. Et dans la sous-région, nous ne sommes pas à la hauteur des autres. Et donc, il faut, n'est-ce pas, examiner les causes. Et en examinant les causes, eh bien, un des facteurs qui expliquerait, n'est-ce pas, la baisse des niveaux des apprenants, c'est bien les collègues qui ont été recrutés à une période donnée. Et donc, c'est le facteur essentiel, c'est le profil et la qualité, n'est-ce pas, des enseignants. Nous avons retenu que le gouvernement veut reconstruire l'école béninoise, a décidé de reconstruire l'école béninoise et que cette reconstruction passe par des réformes. Et au nom de ces réformes, le gouvernement veut évaluer le niveau intellectuel et académique des enseignants qui interviennent de la maternelle, du primaire et du secondaire. La position de la CSTB a été claire. L'évaluation diagnostique dont on parle, il n'en est pas question. La CSTB n'est pas contre l'évaluation. D'abord, la CSTB a montré que la question de l'amélioration de la qualité du système éducatif passe par l'orientation. On doit savoir quel type d'homme veut-on former et voir les moyens qu'il faut utiliser. Est-ce que l'école dans notre pays permet de former un type d'homme
intégré dans sa culture, dans sa société. Du coup, est-ce qu'on veut véritablement former un Béninois utile au développement du pays? Si on veut le faire, il faut nécessairement que l'enseignement se fasse dans les langues maternelles. En interactualité, Béji Caïd Essebsi, président de la Tunisie, est décédé ce jeudi 25 juillet 2019 à 92 ans. Ce vétéran de la politique tunisienne fut successivement ministre de l'Intérieur, de la Défense et des Affaires étrangères sous le président Habib Bourguiba, puis président du Parlement sous Zine El Abidine Ben Ali, ancien ambassadeur en France et en Allemagne. Après la révolution démocratique de 2011, il crée son propre parti, Nida Tounes, appel de la Tunisie. En 2014, il est élu président de la République de la Tunisie, devenant le premier président de ce pays à accéder à ce poste démocratiquement au suffrage universel. Je voudrais saluer ce que le président Béji Caïd Essebsi a fait pour construire un État indépendant, puis en être le président pendant ces 5 dernières années. À cette occasion, je voudrais rappeler qu'il y aura une continuation de l'État et que selon la constitution tunisienne, le président du Parlement assurera l'intérim de la présidence de la République. Nous appelons le peuple tunisien à être uni et solidaire pour pouvoir progresser et répondre aux revendications du peuple. Hors du continent africain, ce mercredi, le nouveau chef du parti conservateur britannique Boris Johnson s'est rendu à Buckingham Palace pour se voir confier par la reine la charge de Premier ministre. Dans son premier discours, il a promis un Brexit le 31 octobre sans condition. Reportage. C'est un jour qu'il attendait depuis longtemps. Reçu mercredi au palais de Buckingham, Boris Johnson a officiellement été investi Premier ministre par la reine Elisabeth. Il succède à Theresa May et envoie un message clair à ses partenaires européens. Je me tiens donc devant vous aujourd'hui pour dire au peuple britannique que ces critiques sont infondées. Les sceptiques, les pessimistes, ils vont à nouveau se tromper. Ceux qui parient contre la Grande-Bretagne vont perdre leur chemise parce que nous allons rétablir la confiance dans notre démocratie et nous allons remplir les promesses faites du Parlement à la population et sortir de l'Union européenne le 31 octobre sans condition. Premier discours au 10 Downing Street. Dernier pour sa prédécesseur. Theresa May a tenu une courte allocution et rappelle la priorité du nouveau gouvernement. Je réitère mes plus chaleureuses félicitations à Boris Johnson pour sa nomination à la tête du Parti conservateur. Je souhaite bonne chance à son gouvernement pour les mois et années à venir. Notre priorité, c'est d'achever notre processus de sortie de l'Union européenne pour le bien de tout le Royaume-Uni. Mais pour Boris Johnson, la tâche s'annonce compliquée. Le Royaume-Uni est divisé par la question du Brexit. Le Parti conservateur l'est tout autant. Avant de prendre ses fonctions, plusieurs membres du gouvernement avaient claqué la porte, marquant leur opposition à une sortie sans accord. C'est le cas de Philip Hammond, ministre des Finances, remplacé par Sajid Javid. Un gouvernement qui se fera sans Jeremy Hunt, l'actuel secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Le rival de Boris Johnson déclare comprendre un besoin du Premier ministre de choisir son équipe. Il est remplacé par Dominic Raab, un eurosceptique, qui avait quitté le gouvernement de Theresa May, jugeant sa politique trop conciliante avec Bruxelles. Un nouveau visage de la politique britannique. Boris Johnson fait table rase du précédent gouvernement et son tour d'eurosceptique convaincu, avec pour promesse sortir de l'Union européenne au 31 octobre. Canicule en France, plus de 24 heures à suffoquer encore. Les températures ont atteint le maximum ce jeudi dans le nord de la région parisienne avec de probables records à plus de 40 degrés Celsius. Mais le rafraîchissement est promis à partir de vendredi. L'ensemble des départements des Hauts-de-France et de l'Île-de-France, la Seine-Maritime, l'Eure-et-Loire, le Loiret, l'Yonne, la Marne et l'Aube passent en rouge canicule. Le mercure devrait dépasser les 40 degrés Celsius sur un grand quart nord-est du pays en particulier, avec des pointes à 43 degrés Celsius localement et une journée qui pourrait être en moyenne plus chaude que les pires jours d'août 2003.
Alors que 20 départements sont en alerte rouge canicule, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, visite un centre d'appel lors d'un déplacement à Corbeil-Essonnes. Depuis le début du mois de juillet, nous avons eu près de 100 noyades et 58 morts. C'est un chiffre en augmentation de 30 à 40% par rapport aux années précédentes. Et là aussi, le rapport entre la température de l'eau et la chaleur ambiante joue. Et donc j'invite là encore à la plus grande prudence. J'appelle à la responsabilité individuelle et collective. Ne pensons pas que l'État au sens large peut tout. Nous sommes avant tout les premiers acteurs de la prévention. Face au risque, la SNCF a invité mercredi ses clients à reporter ou annuler leurs déplacements prévus jeudi vers ou depuis les 20 départements placés en vigilance rouge. Les autorités recommandent d'éviter les grands trajets en train ou en voiture. Cette alerte rouge, le plus haut niveau qui implique une alerte sanitaire pour tous les citoyens, a été utilisée pour la première fois en juin dans 4 départements du Sud. Le Premier ministre Édouard Philippe a appelé à faire très attention aux personnes isolées à l'occasion d'un déplacement dans un hébergement pour personnes âgées dépendantes. L'alerte rouge laisse notamment la possibilité au préfet de prendre des mesures exceptionnelles liées notamment à l'organisation de rassemblements publics, sportifs ou autres. Si depuis la canicule de 2003 qui avait fait quelques 15 000 morts, les autorités insistaient surtout sur les risques pour les personnes vulnérables, notamment personnes âgées et enfants en bas âge, les mises en garde visent désormais toute la population. Toujours en France, le chantier de restauration de Notre-Dame est suspendu pour au moins quelques jours afin de permettre de garantir plutôt la bonne application des règles de sécurité, explique Michel Cadot, préfet de l'Île-de-France. Écoutons-le. Il est indispensable de prendre quelques jours pour bien mettre d'équerre finalement et garantir la bonne application, l'appropriation par chacun des acteurs qui vont maintenant travailler dans la durée, des règles de précaution, des règles de sécurité. On a utilisé plusieurs techniques et on vient actuellement de finaliser, vous l'avez sans doute su, il y a quelques jours, une technique de nettoyage beaucoup plus approfondie, si je peux dire d'utilisation un petit peu du Karcher plutôt que du nettoyage simple à l'eau de l'espace public, qui a produit des résultats tout à fait satisfaisants, descendant en dessous des valeurs de référence au sol telles qu'elles étaient constatées avant l'incendie, qui se situe, vous le savez, autour de 5000 microgrammes par mètre carré. C'est le chiffre qui est donné. On est en dessous dans les tests qui ont été faits. Le dernier rapport que j'ai reçu de l'inspection du travail souligne des avancées, mais identifie tout de même un certain nombre de pratiques qui pourraient être appliquées de manière plus systématique, qui créent des contraintes et qu'il faut donc intégrer dans les process de travail pour les salariés eux-mêmes, pour les entreprises, qu'il faut contrôler. Eh bien, c'est ici que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain.